Donc, nouveau cours de géographie, donc je vous ai envoyé par mail, j'espère que vous avez donc pu l'imprimer. Si vous n'avez pas pu l'imprimer, ben voilà, notez toutes les réponses aux questions, prenez des notes sur une feuille à côté et quand on se revoit, vous me direz si vous ne l'avez pas imprimé et je vous le distribuerai, vous compléterez à ce moment-là. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on est parti. Ce cours de géographie va donc parler des transformations des espaces productifs en France. Alors, on va voir tout ça un petit peu ce que c'est, d'accord, mais on va repartir du début, on va faire une intro pour évoquer un petit peu tout ça, avoir un petit peu du vocabulaire, du vocabulaire commun. Donc, il faut savoir que la France, déjà, est la 6e puissance mondiale. 6e puissance économique mondiale, donc en 2020, ça change selon les années, donc en 2020, 6e puissance économique mondiale. Devant, on a, et je vous donne le classement dans l'ordre, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et en 6e position, donc la France, d'accord? Ok. Le système productif français est en pleine mutation, en plein changement. Le système productif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce qui permet de produire sur un territoire et donc c'est ce qui permet la circulation et la consommation de richesses. D'accord? Voilà, c'est ça. Le système productif qui en fait partie, eh bien, ce sont toutes les entreprises, aussi bien les grandes entreprises que les PME, aussi bien le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, voilà. Mais c'est aussi les entreprises individuelles, c'est aussi bien les entreprises sous-traitantes. Vous voyez, c'est très large le système productif français. Mais il doit s'adapter à la mondialisation, cet échange mondial des ressources, d'accord. Et ce système doit s'adapter à la mondialisation pour rester compétitif. Si la France veut garder ce rang, ce 6e rang mondial, eh bien il faut qu'elle reste compétitive, d'accord. On va donc voir comment tout ça a changé. On va parler de désindustrialisation, on verra ce que c'est. On va parler de tertiarisation des activités, qu'est-ce que c'est aussi, voilà. C'est tous ces termes-là qu'on va définir dans le cours. Voilà. On va parler aussi un petit peu, on en reparlera, de l'agriculture en France. C'est un secteur très très important en France, puisqu'il subit lui aussi de très grosses transformations. On ne produit plus aujourd'hui comme on produisait il y a 50 ans ou 100 ans, ça vous vous en doutez, d'accord. L'agriculture française, c'est la France, on est le premier producteur Ah zut, on est les premiers producteurs agricoles de l'Union Européenne, voilà, et on est leader dans certains produits, comme par exemple les céréales, la volaille, la viande de bœuf et le vin, je vous plaît. Voilà. Voilà, ensuite quoi vous dire d'autre pour faire un petit peu un bilan comme ça rapide. On va parler beaucoup du secteur tertiaire, 75% des Français travaillent dans le secteur tertiaire. Et qu'est-ce que c'est le secteur tertiaire? C'est très très vaste. Ça va être aussi bien le commerce, que l'immobilier, que l'administratif, que les transports, que les banques, que le service à la personne, le service aux entreprises, voilà. Le secteur tertiaire, c'est quelque chose de vraiment très très vaste et voilà, il regroupe donc la majorité des emplois en France, d'accord. La majorité de ces emplois, ils se trouvent aussi dans les grandes villes, dans les métropoles, d'accord. Donc voilà, ça va être aussi quelque chose qui va nous intéresser dans ce cours-là. Voilà, ça c'était pour une rapide intro. Maintenant, donc, je vais vous laisser prendre la page 2 et 3 de votre dossier et on va, voilà, on est toujours dans l'intro, mais on va pointer certaines choses. Donc je vous laisse prendre le document qui est le quartier des affaires de la Défense, vers Paris. Ce quartier des affaires, c'est considéré comme le 4e plus attractif au monde, d'accord. On y trouve les sièges sociaux de grandes entreprises françaises, mais aussi mondiales, d'accord, et de nombreuses multinationales sont implantées dans le quartier de la Défense, d'accord. C'est environ 2500 entreprises, d'accord, qui sont implantées là, et environ 180 000 salariés qui y travaillent au quotidien. Donc voilà, c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu du rang
que peut avoir le quartier de la Défense à Paris. D'accord. Les quartiers des affaires, on en retrouve dans toutes les grandes villes. Il y en a un à Lyon, d'accord, hein, la ville la plus proche de chez nous. Bien sûr, il y en a un aussi, c'est le quartier de la Part-Dieu, d'accord, qui est le centre d'affaires de Lyon. Voilà. Donc voilà, ça on le reverra aussi, hein, que les décisions, les grandes décisions, les emplois, voilà, tout est vraiment concentré dans les grandes villes, ça on le reverra. Ok. Donc ça c'était pour le document 1. Le document 2, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir qu'en France on a un secteur où on n'est pas mauvais, ce sont les hautes technologies, d'accord. Là je vous ai mis la photo donc d'une ville, d'un parc technologique plus exactement. C'est celui de Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France, d'accord, vers Nice, et c'est le plus important technopôle français, d'accord. Un technopôle, qu'est-ce que c'est? C'est une zone, une aire urbaine, d'accord, qui va concentrer ses activités dans les hautes technologies. Et les hautes technologies, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'aérospatiale, ça peut être l'aéronautique, ça peut être les biotechnologies, ça peut être la robotique, d'accord, voilà, les hautes technologies, d'accord. Voilà. Sophia Antipolis, donc vous voyez, hein, il y a quand même 1300 entreprises implantées sur le site, donc c'est quand même énorme, et c'est assez varié, d'accord, puisqu'on va retrouver des entreprises, alors surtout dans la technologie de l'information et de la communication, d'accord, dans les nouvelles technologies. On va retrouver aussi des entreprises spécialisées dans le multimédia, mais aussi en médecine, en énergie, etc. Sophia Antipolis, c'est vraiment, ça fonctionne un petit peu comme une ville, d'accord, hein, voilà. Puisqu'on va y retrouver également des universités, on va retrouver également des habitations, des commerces, voilà. On est sur cette aire urbaine-là, d'accord. Voilà, pour Sophia Antipolis, ce qui nous permettra d'accentuer sur la haute technologie en France, secteur performant. Et enfin, document 3, je vous ai mis donc des chiffres clés, d'accord. Alors, je vous laisserai regarder le tableau et voilà, regarder ces chiffres-là, je ne vais pas vous les lire, ça n'a aucun intérêt. Prenez le premier petit tableau que vous avez en haut à gauche, on vous parle des différents secteurs d'activité en France. On vous parle du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien en tête pour toute la suite, d'accord. Le secteur primaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les activités qui produisent les matières premières, justement, à savoir l'agriculture, la pêche et les mines, d'accord. Ce sont ces trois secteurs-là. Ensuite, le secteur secondaire, eh bien, il arrive en second, il arrive après le secteur primaire. Ce sont donc toutes les industries qui se servent des matières premières et les transforment. On va donc avoir par exemple l'agroalimentaire, l'industrie du bois, d'accord, hein, voilà, quand on va fabriquer un meuble ou je ne sais quoi, d'accord, voilà. Ça c'est le secteur secondaire. Et ensuite le secteur tertiaire, on l'a vu, on l'a vu il y a quelques secondes, tout ce qui va être voilà, les banques, mais aussi l'enseignement, mais l'immobilier, le service à la personne, l'administration, etc. etc. D'accord? Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien en tête, ces secteurs. Hein. Qu'est-ce que c'est que le secteur primaire, secondaire et tertiaire? Oui, on retient. Et puis, je vais vous laisser prendre le tableau en haut à droite, cette fois-ci, qui va concerner l'agriculture. Alors, je vous le dis rapidement, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans le cours, d'accord? Comme vous le voyez, le nombre d'exploitations depuis 1988 a largement baissé, d'accord. Il y a moitié moins d'exploitations depuis 1988, mais leur taille est de plus en plus grande. C'est bien qu'il y a eu une modification, d'accord. On ne dit pas qu'il y a moins de terres cultivables en France, non, on reste, mais il y en a un peu moins, mais on reste quand même sur des chiffres tout à fait corrects, assez équivalents, mais il y a eu un changement. Il y a moins d'exploitations, mais elles sont plus grandes. Et oui, il a fallu s'adapter à la mondialisation. On n'est plus sur des petites parcelles de terrain familiales, etc. Et bien non, on se regroupe, d'accord, voilà, pour produire davantage et rentrer dans la mondialisation, être productif. D'accord. Voilà. Et ben je pense que c'est bon. Voilà pour cette intro là. J'essaye d'être la plus rapide et la plus concise possible en tout cas. Hein. Et bien c'est parti. On va commencer notre cours, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, avec deux études de cas qui vont nous permettre voilà, de prendre des exemples, tout simplement.
Premier exemple que l'on va prendre, c'est l'exemple de Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont? Tout simplement parce que Clermont, c'est une métropole qui n'est pas si loin que ça, hein, qui fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, Clermont-Ferrand, c'est ce qu'on appelle la ville du pneu. Et oui, c'est là où il y a l'entreprise Michelin, d'accord, qui a été fondée donc en 1889, d'accord, à Clermont-Ferrand, d'accord, hein, le site originel est là-bas. Clermont-Ferrand, donc la ville en elle-même c'est 140 000 habitants, mais l'aire urbaine de Clermont-Ferrand c'est 480 000 habitants. C'est énorme, d'accord? Donc on est sur une belle métropole. Aire urbaine, vous savez, hein, c'est quand on compte la ville, hein, le centre-ville, la banlieue et la périphérie, d'accord? Voilà, c'est tout ça, hein, une aire urbaine. Donc revenons nous à Michelin, puisque c'est quand même ça qui va nous intéresser. On va partir de cette industrie et voir que comme cette industrie a changé, le visage de la ville de Clermont-Ferrand a aussi forcément changé, d'accord? Alors l'usine Michelin a employé jusqu'à 30 000 salariés, hein, dans les années 80, au plus fort de la production, d'accord? C'était énorme. Aujourd'hui, l'entreprise n'emploie plus que 9 000 salariés. On a donc perdu 2/3 des effectifs chez Michelin. C'est énorme. Est-ce que ça veut dire qu'on produit moins? Pas sûr. Loin de là. D'accord? On va voir tout ça. Alors, je vous laisse prendre le premier document, d'accord? Donc voilà, je vous ai mis une photo des usines Michelin à Clermont-Ferrand. Voilà. Alors, on va répondre directement à la première question, on expliquera au fur et à mesure. Hein. Donc, quels sont les éléments du paysage urbain qui montrent que Clermont-Ferrand est une ville industrielle? Eh bien, vous le voyez sur la photo, on a ces grands bâtiments et ces cheminées, c'est typique de l'industrialisation. Là, on est vraiment, on ne peut pas se tromper, d'accord? C'est parti, au premier plan, on peut voir les cheminées d'usine ainsi que les toits qui abritent les ateliers des usines Michelin. Voilà. Donc on a l'impression que l'usine est au cœur de la ville, d'accord? Alors ça n'a pas été le cas au début de l'implantation de l'usine Michelin, d'accord? La ville de Clermont était beaucoup plus petite, l'usine a été construite un petit peu en dehors de la ville, mais la ville s'est de plus en plus agrandie et finalement on a l'impression que l'usine est en plein milieu de la ville, d'accord? Mais c'est bien la ville qui s'est rapprochée de l'usine. Ok. Ensuite, je vous ai mis une carte pour vous montrer que l'usine Michelin, c'est en fait un site séparé en deux, d'accord? Deux zones, la première zone, la zone de Catarou, et la deuxième, la zone de la Combaude, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une friche industrielle. Qu'est-ce que c'est qu'une friche industrielle? C'est un ancien site industriel, d'accord? Un ancien terrain industriel qui est aujourd'hui complètement à l'abandon, d'accord? Voilà, donc un site toujours en activité et un site à l'abandon. Et du coup, ça va avec la question 2 que je vous posais. Hein. Comment l'espace industriel de la ville évolue-t-il? Peut-on parler de désindustrialisation? Peut-être est-ce qu'il faudrait que je vous donne une définition de ce que c'est que la désindustrialisation, pardon. Eh bien, c'est tout simplement la disparition, alors progressive, d'accord, des activités industrielles d'une région, d'accord, hein, voilà. Diminution, voire même disparition hein, des activités industrielles. Ok. Alors, est-ce que, à votre avis, pour Clermont-Ferrand, on peut parler de désindustrialisation? Ben oui, quand on vous dit qu'il y avait 2 sites et qu'il n'y en a plus qu'un qui fonctionne aujourd'hui, clairement, on est en perte d'activité. Ok? Et bien c'est parti, question 2, donc. On peut parler de désindustrialisation car la carte montre les espaces industriels. Hein, la zone de Catarou est toujours en fonction, alors que celle de la Combaude au nord est devenue une friche industrielle. Voilà. Alors, petit point écolo, les friches industrielles, ça a un impact négatif sur l'environnement, hein, puisque ce sont des sites qui sont complètement à l'abandon. Donc voilà, hein, eh bien c'est la décomposition naturelle des bâtiments, des sols, de tout ça, voilà, qui rentre dans la terre, etc. Ce sont des terrains industriels qui sont ensuite difficilement reconstructibles, d'accord? Voilà, c'est compliqué au niveau environnemental. Hein. Bon alors, est-ce que ça veut dire que Michelin est une entreprise qui ne vend plus de pneus? Non, 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 bien sûr que non, d'accord. Mais sauf que le groupe a pris aujourd'hui ce qu'on appelle une dimension mondiale. Hein. Donc je vous laisse prendre le document 3.
donc la carte, d'accord. Et donc elle est très simple, vous voyez qu'il y a des sites de production, donc on va produire des pneus, on va les fabriquer, puis il y a des zones de recherche. Les zones de recherche, et là vous voyez qu'elles sont à travers le monde, d'accord. Il y en a une aux États-Unis, une en France, à Clermont-Ferrand, une en Thaïlande et une au Japon. Pourquoi différents centres de recherche? Eh bien tout simplement parce qu'on va aller chercher les connaissances dans chaque pays, d'accord. On va aller chercher des ingénieurs de chaque pays qui vont nous apporter leurs connaissances, leur savoir-faire, leur technicité, d'accord. On va chercher ça pour fabriquer des pneus. Et puis, il faut aussi savoir que vous n'allez pas acheter les mêmes pneus si vous roulez aux États-Unis ou si vous roulez en France ou au Japon. Et oui, aux États-Unis, il va falloir que les pneus fassent de grandes distances, alors qu'au Japon, il va falloir que les pneus subissent assez peu de mouvement, d'accord, hein, voilà. C'est une technique du coup de pneu qui va être complètement différente. De la même façon, le macadam, hein, le goudron, le revêtement des sols est différent. Du coup, encore une fois, le pneu ne va pas être le même. Donc, différentes zones de recherche, centres de recherche, d'accord. Et puis les lieux de production, pourquoi est-ce qu'on n'en met pas qu'un seul? Ben déjà parce que une seule usine ne peut pas assurer toute la production en pneus. Et puis, on va mettre les zones de production de pneus près des zones de consommation. En Europe, on consomme beaucoup de pneus, donc on met des centres de production en Europe, mais également en Asie, également en Amérique. Voilà, on va mettre sa production près des zones de consommation, d'accord? Parce que ça nous évite des coûts en transport juste après. Ok? Voilà. Petite particularité et dernière chose que je vous dirai pour cette carte, vous voyez, hein, plantation des VA. Oui, les VA c'est le caoutchouc, d'accord, c'est ce qui permet de la sève, hein, de caoutchouc, qui permet de faire des pneus, d'accord. Vous voyez, hein, Michelin possède ses propres plantations d'EVA, ce qui lui permet ben voilà, de fournir ses sites de production. Hein, voilà. Allez, vous aviez 2 questions pour ce document. Quelle est la stratégie adoptée par la firme Michelin? Eh bien c'est parti. Donc la firme a développé des sites de production sur tous les continents, en Afrique, okay, donc en Algérie, en Amérique du Nord, vous voyez aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Brésil, en Inde, par exemple en Chine, et aussi en Europe, hein, là il y en a de nombreux. Donc il s'agit d'une stratégie mondiale, car le principal centre de recherche est à Clermont, mais il en existe 3 autres à travers le monde. Voilà. Et du coup, en quoi, c'est la question 4, pardon, en quoi ce document peut-il illustrer l'internationalisation du système productif? Eh bien, clairement, Michelin est un très bon exemple de l'internationalisation, d'accord, de la production, puisque il y a d'un côté la recherche, de l'autre la fabrication. Voilà, on dispatche tout ça à travers le monde. Ok, eh bien c'est tout bon. Donc pour la question 4 on répond, le plus souvent il y a une dissociation entre les centres de recherche, hein, c'est la conception, et les centres de production à travers le monde, ce qui permet aux centres de production d'être proches des lieux de consommation. Et voilà, c'est tout bon. Alors, dernière chose, on va arriver sur les 2 derniers documents pour Clermont, pour cet exemple hein, de Clermont-Ferrand. Je vais vous laisser lire donc le document 4, qui est un texte qui va vous parler de l'évolution de la métropole. Si je vous ai dit que dans les années 80, l'usine Michelin a employé jusqu'à 30 000 salariés et aujourd'hui même pas 10 000, ça fait plus de 20 000 postes, 20 000 personnes qui n'ont pas d'emploi, d'accord? Donc forcément, le nombre d'emplois à Clermont a largement baissé. C'est ce qu'on vous dit dans le texte, d'accord? Voilà. Mais le monde du travail à Clermont-Ferrand, a complètement changé. Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, il y a surtout des postes dans le tertiaire supérieur, c'est-à-dire dans l'ingénierie, d'accord? Ben oui, il
faut des postes de chercheurs pour travailler dans le centre de recherche hein, de l'usine Michelin. Par exemple, d'accord? Attention, il n'y a pas que Michelin à Clermont-Ferrand, mais là, nous, c'est l'exemple qu'on avait choisi, d'accord? Donc voilà, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chercheurs, d'accord, à Clermont sont demandés. Et beaucoup moins, du coup, de main-d'œuvre, puisque maintenant, la plupart des chaînes sont soit automatisées, soit on va avoir parlé de délocalisation. Les chaînes de production sont à l'étranger, dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, la ville de Clermont-Ferrand se tourne aussi vers d'autres activités, hein, d'accord? À savoir qu'elle est reliée par le train à la capitale, à Paris, en seulement 3 heures. Ok, donc finalement, Clermont et Paris ne sont pas si loin que ça, d'accord? Et donc, à Clermont-Ferrand, on va trouver des industries pharmaceutiques, des industries chimiques, etc. Voilà, des industries qui veulent s'implanter à Clermont-Ferrand et qui vont bénéficier des étudiants, d'accord, qui sont dans ces universités, dans l'université de Clermont-Ferrand. Voilà, ils vont pouvoir aller chercher comme ça leur main-d'œuvre directement à la sortie de l'école. Ok, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On le reverra aussi pour l'exemple, le deuxième exemple, d'accord. Les universités, c'est quelque chose de très important. Puisque si vous formez des jeunes à un métier, d'accord, dans une université, il est bien d'avoir de l'emploi juste à côté. Ça permet et d'accueillir des étudiants, mais aussi de faire fonctionner les entreprises, d'accord? Ça fonctionne ensemble. Voilà. Allez, vous aviez donc 2 questions pour ce document-là. Bien sûr, vous l'aurez lu, hein, il faut vraiment que vous lissiez les documents avant, ok? Allez. En quoi la stratégie mondiale de Michelin a-t-elle une influence sur l'emploi? Eh bien, c'est parti. Le texte précise que le nombre d'emplois s'est fortement réduit à Clermont du fait des délocalisations vers des pays à faible coût de main-d'œuvre. Cependant, les qualifications des emplois ont évolué avec le développement du tertiaire supérieur. Voilà. Et du coup, la question 6, c'est vraiment la suite de ça. Hein. Quelles sont les nouvelles activités qui se développent à Clermont-Ferrand? Vous les avez dans le texte, hein, c'est dans la fin du texte. Je vous donne la réponse. De nouvelles activités du tertiaire se développent. Donc université, société de développement, la Banque de France y est installée et l'industrie est toujours présente, entre parenthèses, la chimie, pharmacie, mécanique, les biotechnologies, etc. etc. Voilà. Et enfin, document 5, document on va dire un petit peu plus léger, d'accord, mais voilà, la ville veut garder tout de même une image relativement moderne, attractive, d'accord, et ça elle le fait surtout par le biais de son équipe de rugby, d'accord, voilà, hein, qui regardait les couleurs du maillot de l'équipe de rugby, c'est jaune et bleu. Jaune et bleu, ça doit vous rappeler le logo d'une entreprise de Clermont-Ferrand, Michelin, d'accord. Et oui, là on est vraiment dans le lien, d'accord, entre le club de rugby et l'usine Michelin, puisque le club de rugby est né, d'accord, dans les usines Michelin, hein, et donc Michelin, voilà, a été le premier sponsor du club de rugby, d'accord. Allez, donc question 7, beaucoup plus léger hein, ce document-là. En quoi cette photographie illustre-t-elle à la fois la tradition et la modernité? Bien, c'est parti. Michelin sponsorise l'équipe de rugby avec un maillot aux couleurs du constructeur de pneumatiques, cela symbolise la tradition. Voilà. Mais la modernité de la ville est apportée grâce à son image sportive. Voilà. Allez, je vous laisserai encadrer donc à la page 7 et 8 les 2 cadres, d'accord, ainsi que le vocabulaire qui est toujours bon à connaître. Ça fait pas de mal. Voilà. Il nous reste un dernier exemple à traiter. Il s'agit donc de la ville de Toulouse. Toulouse, sud-ouest de la France. On est voilà dans la région Midi-Pyrénées, d'accord. Voilà. Quoi vous dire sur Toulouse? Toulouse, c'est que je me trompe pas, c'est la 4e ville française, d'accord. 4e ville française, c'est ça? Ouais, j'ai pris des notes. C'est la 4e ville française aujourd'hui, à l'heure actuelle. Encore une fois, les classements évoluent d'année en année, hein, d'accord. Donc en 2020, Toulouse, 4e ville française, c'est plus d'1 million d'habitants. C'est une ville qu'on va considérer
comme dynamique. On va expliquer ce terme dans un document, d'accord? C'est vraiment une ville dynamique. Sa particularité à Toulouse, c'est qu'elle est spécialisée dans les activités de haute technologie, particulièrement l'aéronautique et l'aérospatiale, d'accord? Voilà, c'est vraiment deux secteurs de haute technologie qui confèrent à la ville de Toulouse vraiment une renommée mondiale, d'accord? Allez, on essaye de se dépêcher. Document 1, je vous laisse le prendre, c'est donc une carte qui vous montre un petit peu Toulouse, comment ça fonctionne, d'accord, comment est orientée la ville. Donc bien sûr un centre historique avec la place du Capitole, un espace urbanisé, hein, avec donc tout ce qui va être logement, pavillon, etc. Des centres universitaires, pardon, vous en avez quand même 3 à Toulouse, d'accord, très réputés, on verra dans quel domaine est-ce qu'ils sont réputés. Site touristique, hein, bien évidemment, ok. Et puis ensuite, tout ce qui va être tout ce qui va être tout ce qui va concerner, pardon, tout ce qui va concerner le monde du travail et surtout les hautes technologies que vous avez donc en violet, hein, d'accord. Bien sûr, il y a d'autres industries aussi à Toulouse, mais la première, la plus importante, c'est les activités liées à l'aérospatiale. Et oui, on n'en l'a pas dit, mais l'aérospatiale sont les avions, d'accord. Et c'est la société Airbus, d'accord, qui est implantée. Ne confondez pas la société Airbus avec les compagnies aériennes, telles que Emirates, Air France ou tout ça, d'accord. Ces sociétés-là, ces compagnies aériennes, utilisent des avions de la marque Airbus ou autre. Autre, c'est Boeing, hein, le géant américain de l'aviation. Ok ? Très bien, super. On va répondre donc à la première question qui vous est posée. En quoi Toulouse peut-elle être considérée comme une technopole? Technopole, on l'a déjà vu au début du cours, mais je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est spécialisée dans les hautes technologies. Toulouse, haute technologie? Oui, ça va ensemble bien sûr, d'accord? Allez, c'est parti. Les activités essentielles de la ville sont liées aux hautes technologies, centres de recherche, espaces dédiés à l'aérospatiale, etc. Avec la société Airbus, pardon. Ok, donc je vous ai mis en document 2 justement un hall d'assemblage de l'A380 à Toulouse. Alors à savoir que la société Airbus c'est une société européenne, d'accord. Donc les pièces sont fabriquées dans toute l'Europe, mais assemblées dans les entrepôts toulousains, d'accord. Voilà. Allez, je vous... on va répondre à la deuxième question, d'accord, c'est ce que je viens de vous expliquer en fait, excusez-moi. Pourquoi peut-on dire que Toulouse est une technopole de niveau national, européen et mondial? Ça, national, oui forcément, il n'y a qu'une seule Airbus qu'un seul endroit. Européen, ça fonctionne toute l'Europe, hein, les pièces viennent d'Europe. Et mondial, parce qu'on est en concurrence directe avec l'américain Boeing, d'accord. Donc voilà. Ok, et c'est parti. Donc la renommée de Toulouse dépasse l'échelle nationale car les Airbus sont fabriqués dans plusieurs pays d'Europe et elle est une technopole de niveau mondial dans sa concurrence avec l'américain Boeing. Voilà. Allez, je vais vous laisser lire donc le document 3 qui est juste au-dessus. Pour vous, Toulouse, centre attractif et pôle d'excellence des hautes technologies. Je vous laisse lire le texte qui vous parle de la ville rose et on va parler de l'attractivité de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire quand une ville est attractive? Ça veut dire qu'elle est intéressante, qu'il y a des gens qui viennent y habiter et travailler, d'accord? Donc, est-ce qu'on peut dire, à la lecture de ce texte, que Toulouse est une ville attractive? Eh bien oui, 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 Toulouse est une ville très attractive en France, d'accord? Puisque, alors vous l'aurez lu dans le texte, mais il y a énormément de travail dans les hautes technologies, d'accord, ce qu'on a vu, mais aussi dans tout ce qui va être le tertiaire, particulièrement dans les services aux entreprises et services à la personne, d'accord. Et donc vous allez voir, un des indicateurs qui montre l'attractivité d'une ville, c'est sa croissance démographique, c'est-à-dire est-ce que sa population, elle augmente, elle diminue ou elle stagne. La ville de Toulouse gagne pratiquement 20 000 nouveaux habitants
par an, d'accord, ce qui est absolument énorme. On vous indique qu'elle a une croissance de 1,9% par an. Ça veut dire que Toulouse fait envie, d'accord. Et ben voilà. Question 3, à Toulouse, non, je vous pose la question, pourquoi l'agglomération toulousaine est-elle attractive? Eh bien à Toulouse, le marché du travail est très porteur dans les hautes technologies et les services. La ville s'accroît de 1,9% par an et cette croissance concerne aussi la périphérie de la ville. Oui, parce que dans le texte, on ne vous parle aussi pas que de Toulouse, mais c'est vraiment l'aire urbaine, d'accord? Ok, on vous demande enfin, question 4, de montrer que Toulouse est un pôle d'excellence. On l'a vu, c'est dans les hautes technologies, particulièrement dans l'aéronautique. Et bien c'est parti. Donc le pôle d'excellence toulousain est celui de l'aéronautique, donc conception et l'assemblage des Airbus. La filière génère des emplois qualifiés en lien avec la recherche et les universités. Toulouse compte 100 000 étudiants et des écoles de renom, particulièrement l'école qui forme les futurs pilotes de ligne. D'accord? Donc sacrée école ça. Voilà. J'essaye vraiment de me dépêcher, pour pas que ça dépasse 30 minutes non plus le cours. Dernière chose, l'espace productif de Toulouse a été obligé de se transformer. Puisque en septembre 2001, dans l'usine AZF, a eu lieu une explosion, d'accord. Donc c'était une usine d'engrais, d'explosifs qu'on utilise dans les mines, etc. Une usine qui a fait quand même pas mal de dégâts, puisqu'il y a eu 31 morts et plus de 2000-2500 blessés, d'accord, et des dégâts matériels extrêmement importants, d'accord. Et donc la ville aurait pu subir vraiment cette explosion et du coup se retrouver un peu en perte de puissance. Non, ça va pas avec Toulouse, d'accord. Il y a eu une dynamique qui s'est mise en place, d'accord, pour faire de cet ancien site de production d'engrais quelque chose de dynamique, de plus positif, d'accord. Tout a été rasé, détruit, etc. Et comme vous le voyez donc sur le document 5, a été construit à la place de l'usine AZF un centre de recherche sur le cancer, d'accord. Donc un centre vraiment à vocation nationale bien sûr, mais aussi européenne et mondiale, d'accord. C'est un très grand centre de recherche qui est à Toulouse et les chercheurs du monde entier viennent ici soit pour apprendre, soit pour enseigner, pour tester, pour expérimenter à propos du cancer, des cancers. Ok, voilà. Du coup, c'était la dernière question. Montrer en quoi le changement d'activité traduit bien les dynamiques actuelles de la métropole toulousaine. Et bien c'est parti. L'usine AZF a été détruite et remplacée par un campus de cancérologie, un pôle de recherche sur le cancer à dimension européenne. On y trouvera des acteurs privés et publics pour optimiser les moyens de recherche pour la lutte contre le cancer. Et voilà, je vous laisse encadrer les deux cadres à la page 12 et on n'oublie pas le vocabulaire. Voilà, je pense que c'est tout bon, j'ai essayé d'être la plus rapide possible, mais voilà, en même temps j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. On se retrouvera donc il nous reste encore 2 cours de géographie, d'accord. La transformation de l'espace productif en France, ça sera la première partie. Et la deuxième partie du cours, le prof qui a bien révisé avant, et la deuxième partie du cours, ça sera la tertiarisation de l'espace productif en France, excusez-moi, d'accord. Donc voilà, vous aurez encore 2 vidéos pour ce dossier de géographie là. Et ben voilà, c'est tout bon, merci.